Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec plaisir que je suis ici après quelques péripéties, effectivement, puisque en novembre, on n'a pas pu faire le déplacement. Alors, donc, je vais vous parler effectivement de matériaux deux-dimensionnels et sans plus attendre, je vais remercier aussi mes collaborateurs, donc un groupe assez étendu avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, en particulier donc, à l'Université du Minnesota, donc le groupe de mathématiciens avec Mitchell Laskin. Et ensuite, en particulier, des physiciens qui ont vraiment été instrumentaux à comprendre ces matériaux, à progresser. Donc, en particulier, le groupe de Tim Kaxiras à l'université de Harvard et de Philippe Kim aussi à Harvard, mais plus dans le côté expérimental. Et bien sûr, rien ne se serait passé sans l'aide d'Éric Cancès, ici, de l'École des Ponts. Alors, pourquoi les matériaux deux-dimensionnels? Donc déjà, un petit peu d'introduction, juste pour à quoi ça sert et quand est-ce qu'on les a découverts. Donc c'est tout récent. On a la possibilité de créer des matériaux qui sont vraiment d'une épaisseur de 1 atome, donc des couches finalement cristallines, dont l'épaisseur est de 1 atome. Donc la première, c'était le graphène, découvert en 2003, je crois, par André Geim. Avec vraiment une technique assez rudimentaire de prendre du graphite et avec du scotch, de tirer sur le scotch assez de fois, donc vraiment du scotch 3M qu'on peut récupérer chez Carrefour. Et c'est comme ça que André Geim a eu le prix Nobel pour la découverte du graphène, donc une couche vraiment de 1 atome d'épaisseur. Depuis, d'autres matériaux ont été découverts, toute une panoplie. En physique, c'est très intéressant, c'est de nouveaux matériaux qui ont de nouvelles propriétés, et peut-être, d'un point de vue industriel, on peut penser à l'application de processeurs dans le futur. On sait qu'on essaye d'aller de plus en plus fin pour des raisons d'économie d'énergie, et qu'évidemment, une épaisseur de 1 atome, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Donc de ce côté-là, l'espoir, c'est d'avoir des matériaux nouveaux, qui ont des propriétés intéressantes, qu'on puisse utiliser de façon industrielle peut-être, ou juste d'un point de vue physique. On veut comprendre ces matériaux, leurs nouvelles propriétés, et voilà. Donc la question, c'est est-ce que nous, mathématiciens, on a un rôle à jouer pour comprendre ces matériaux, pour guider leur exploration? C'est tout un nouveau champ de matériaux, il y en a beaucoup. Donc, on a cette cornucopia, donc c'est une image que je dois à Tim Kaxiras. Donc, vraiment une panoplie de nouveaux matériaux qui ont des tas de propriétés, qui peuvent être des métaux comme le graphène, donc conducteur d'électricité, ou bien des isolants, ou bien des semi-conducteurs, ou même des superconducteurs. On a toutes ces possibilités et on veut les combiner. Alors évidemment, comme ce sont des matériaux qui sont stables par eux-mêmes, on a la possibilité de les empiler, les uns à côté des autres, les uns sur les autres, et de faire des structures, a priori, qui combinent ces propriétés, qui peut-être créent de nouvelles propriétés, et ainsi de suite. Mais il va falloir prédire les propriétés, et le problème, c'est qu'au lieu d'avoir un arrangement, donc l'image classique de ce papier dans Nature, c'est un assemblage de Lego qui s'empilerait. La réalité, c'est que ces matériaux n'ont rien à voir entre eux et ils s'empilent un peu comme un empilement de tapis, là, de beaux tapis persans qui ont tous des propriétés fabuleuses, mais quand on les met ensemble, ils ne se ressemblent pas. Alors heureusement, comme ils sont stables et ce sont des interactions de Van der Waals assez faibles, ils ne vont pas se détruire les uns les autres, donc ils se mettent les uns sur les autres. Mais le problème, c'est que quand on fait un assemblage comme ça, les matériaux a priori ne s'alignent pas entre eux, ne forment pas une structure périodique, et du coup toute la théorie classique, en particulier de calcul quantique, qui utilise à fond les propriétés de périodicité avec la théorie de Bloch, ne s'applique plus. Donc on n'a plus un problème bien posé, qu'on sait résoudre numériquement par 50 ans de développement de code et autres, et il faut faire autrement. Alors, traditionnellement, les physiciens sont passés un peu outre ce problème en formant des supercellules, c'est-à-dire des cellules unités qui sont beaucoup plus grandes, qui contiennent beaucoup d'atomes, en espérant qu'on puisse représenter comme cela, finalement, des structures qui ne sont pas exactement alignées,
mais qui sont tout de même périodiques. Le problème, donc on a un papier qui fait quelque chose un peu de théorie de perturbation pour ce genre de calcul. Le problème, c'est que la taille de ces supercellules va augmenter extrêmement rapidement. On connaît le coût de ces calculs quantiques qui est extrême, et du coup, on ne peut pas. C'est pas vraiment une tactique qui va marcher, surtout si on envisage de faire plusieurs couches. Donc avec 2 couches encore, on peut imaginer trouver des supercellules qui font la bonne taille. Avec 3 couches maintenant, si on veut prendre en compte les différents décalages, on a des problèmes. Un petit peu. Donc, pas beaucoup, mais un petit peu. Ça ne crée pas de défaut, c'est tout l'intérêt. Comme c'est des forces de Van der Waals entre ces couches, il n'y a pas de réarrangement, de défaut ou vraiment de la structure. Donc les structures restent parfaites. Il y a un petit peu de mouvement, mais pas beaucoup. Je vais montrer ça. Voilà. Donc je vais commencer par présenter effectivement un côté intéressant d'avoir 2 réseaux, qui est qu'on a ces figures de moirés qui peuvent apparaître. Ensuite, parler de comment est-ce qu'on peut modéliser. Donc d'abord en passant par l'extrême en fait, d'un matériau complètement désordonné, qu'on va voir est en fait assez relié à notre problème de matériaux multicouches. Et comment est-ce qu'on peut ensuite modéliser la conductivité, donc le transport électronique à travers ces matériaux, et comment est-ce que la géométrie non commutative va au final nous aider un petit peu, nous guider sur la bonne voie pour, on espère, faire des calculs efficaces. Donc voici les images expérimentales, donc prises par le groupe de Philippe Kim sur 2 couches de graphène qui ont un très léger angle entre les deux. Donc il y a un réseau sur l'autre, il y a un tout petit angle de l'ordre de 0,1 ou 0,2 degrés, suivant les cas. Et ce qu'on observe avec les bonnes techniques, c'est des structures triangulaires comme ceci. Donc on alterne noir et plus clair. Je ne vais pas expliquer les détails expérimentaux, mais ceci est de taille bien supérieure à l'échelle atomique. Donc la question, d'où viennent ces structures triangulaires? Et la réponse est donc quelque chose qui est très classique, le phénomène de moiré. Donc si je prends 2 réseaux l'un sur l'autre, non modifiés, je vais voir apparaître une structure un peu de grande échelle, que l'on voit quand on passe surtout aux tout petits angles, devenir très grande. Donc des fois on a des problèmes avec le réseau d'ailleurs de l'ordinateur lui-même qui est carré et qui va interférer avec ça. Vous avez peut-être vu ça, vous avez pris une photo aussi de votre écran d'ordinateur. Des fois, on a des surprises avec des raies qui apparaissent. Et c'est un peu la même idée ici. On a cette structure de grande échelle, surtout aux petits angles. Donc l'échelle, c'est environ l'inverse du sinus de l'angle. Donc aux petits angles, c'est l'inverse de l'angle. Et qui va créer cette espèce de figure de grande échelle. Donc ensuite, effectivement, si on pense à la relaxation, il va y avoir un petit peu de relaxation élastique. Alors ça prend cette forme. En général, ça dépend. Donc là, c'est par exemple 2 couches de graphène, donc qui ont le même réseau exactement, mais un peu tournées l'une par rapport à l'autre, d'un angle de 0,5 degrés. Et ce qui se passe, c'est que certaines configurations locales sont plus favorables que d'autres. Donc en particulier, la configuration, les couches sont décalées de manière à ce qu'un atome de la couche du dessus soit au milieu de l'hexagone de la couche du bas, est favorable par rapport à celui où les 2 hexagones sont l'un sur l'autre et où les atomes sont vraiment empilés. Et du coup, la structure va se relaxer un petit peu pour créer des zones où elle est plus ou moins alignée, donc de manière décalée le plus possible, et juste des petites zones où on a cet empilement l'un sur l'autre. Donc on est aussi en train de travailler sur ce sujet, mais je ne vais pas trop m'étendre. L'idée, c'est qu'on peut paramétrer le déplacement de ces atomes par finalement le paramètre de configuration, et c'est un thème qui va revenir tout au long de l'exposé, donc je voulais juste signaler qu'il y avait cette petite possibilité. Donc, quand on voit cette figure, je vais revenir rapidement, l'idée, c'est que si je regarde précisément, je vais voir bien sûr cette structure fine, mais si on pense à l'échelle macroscopique, a priori, en voyant de très loin, je ne vais plus voir ces détails,
Et mon but, c'est de comprendre ce qui se passe, voyant de très loin, une fois que j'ai moyenné à travers l'espace. Et on va faire un petit détour par les matériaux qui sont juste, non plus incommensurables, avec deux cristaux parfaits l'un sur l'autre, mais des matériaux désordonnés. Donc on peut penser, l'exemple extrême, c'est les matériaux amorphes. Donc à droite, un réseau d'un verre, mais c'est un petit peu trop compliqué, donc on va juste se contenter de regarder des réseaux un petit peu déformés. Donc on a un cristal dans lequel on peut modifier un petit peu la structure, peut-être des atomes vont remplacer, externes vont remplacer les atomes d'origine, ou bien on peut avoir des possibilités plus compliquées, mais par simplicité, je vais juste me contenter de regarder un matériau. Donc il y a un réseau très simple, un réseau carré, des atomes qui sont rouges ou bleus, et on a la possibilité d'avoir en chaque point du réseau un atome rouge ou un atome bleu. Donc comment est-ce qu'on peut modéliser ce genre d'objet? Et l'idée, ça va être d'avoir cette configuration. Donc si je me pose sur un atome, qu'est-ce que je vais voir? Eh bien, je vais voir un ensemble d'atomes rouges et bleus par rapport à moi, et je vais pouvoir indexer ça comme une collection juste d'informations, à savoir est-ce que je suis rouge ou bleu, donc une fonction sur ZD. Et de façon intéressante, on peut, sur cet espace de configuration, introduire une structure. En particulier, on a une structure de translation, donc action du groupe de translation du réseau. C'est-à-dire que si au lieu de me poser sur cet atome, je veux changer et me poser sur un autre atome, je vais avoir une configuration différente, bien sûr, mais qui est quand même reliée à celle que j'avais avant. Et juste, je vais me contenter de décaler, en gros, les indices bleu ou rouge dans la bonne direction. Donc on va avoir une action de groupe des translations. Et si on met une loi de probabilité sur ces configurations, qui peut venir d'un certain sujet, cette loi de probabilité va être telle qu'elle est préservée par ces translations, et aussi, on espère, ergodique, au sens où si je prends un matériau et que je fais une moyenne sur de grands espaces, je vais retrouver la même chose que de faire la moyenne sur mes configurations, sur l'espace de configuration avec la bonne loi de probabilité. Donc ceci est ce qu'on appelle aussi la limite thermodynamique, à savoir si je prends mon matériau, que maintenant je dézoome, je vous regarde de très loin, eh bien, à l'aide du théorème de Birkhoff, je vais avoir une propriété macroscopique qui est indépendante de la configuration que j'ai choisie. Et c'est ce qu'on attend, parce que si vraiment on a des configurations spéciales, au sens où il faut regarder la structure microscopique d'un matériau pour comprendre ses propriétés macroscopiques, on ne va jamais pouvoir construire rien d'intéressant avec ces matériaux 2D. Alors, donc, pour faire un petit résumé, ces matériaux désordonnés, finalement, ont été encodés dans un système dynamique qui est ergodique et constitué d'un espace de configuration, une loi de translation, donc une action du groupe de translation, et une loi de probabilité qui a les bonnes propriétés par rapport à ces translations, d'être conservée par les translations et ergodique. Et il se trouve que cette idée a permis déjà beaucoup de choses en mathématiques, en analyse, en particulier l'homogénéisation stochastique des EDP. Finalement, on peut le voir comme une application de ces idées. Si on a des coefficients qui sont stationnaires et ergodiques, on sait que l'on va pouvoir procéder à l'homogénéisation du système. Si on a des opérateurs de Schrödinger, on sait aussi que ces propriétés ergodicité vont nous permettre de comprendre ces matériaux. Et depuis les années 80, il y a donc des modèles un peu plus compliqués donc au niveau quantique pour comprendre le transport à la base de ces star algèbres, ou aussi nommée la géométrie non commutative, donc lancée par Alain Kohn, et qui a permis d'essayer de comprendre un petit peu le transport dans des matériaux en général désordonnés. Donc notre question, c'est comment est-ce qu'on va appliquer ces idées à quelque chose qui n'est pas du tout désordonné. Il n'y a pas de désordre dans mes multicouches, a priori, mais on va voir qu'il y a un petit peu les mêmes idées. Donc voici le système qui m'intéresse. J'ai un certain nombre de couches qui sont chacune 2-dimensionnelles. Donc là, j'ai mes 5 couches, par exemple. Et je vais leur donner chacune un réseau parfait, que je vais nommer RJ.
et aussi une cellule unité qui correspond à ce réseau parfait. Et maintenant, je vais empiler ces 5 couches. Il n'y a plus de périodicité dans le système, mais je garde ces structures que chaque couche individuelle est parfaitement périodique. Alors, plusieurs choses peuvent se passer. Si j'ai mal choisi ou si j'ai bien choisi, suivant les points de vue, mes réseaux, en fait, la structure va être périodique. Donc, par exemple, si j'ai des réseaux hexagonaux qui sont exactement l'un sur l'autre, donc comme graphène-graphène, par exemple, on peut trouver des angles spéciaux de rotation pour lesquels la structure va être périodique, et ces angles sont donnés par une relation diophantienne. Donc là-haut, on a à résoudre une équation diophantienne avec 3 entiers P, Q et N qui va nous donner une suite d'angles pour lesquels on peut construire des supercellules, donc des cellules périodiques de plus grande taille. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on a 2 cellules de Moiré, en gros, qu'on voit apparaître. Et dans ce cas-là, le matériau est périodique et la théorie qu'on a d'ordinaire va s'appliquer. Si on n'est pas sur ces angles spéciaux, qui forment une suite discrète, eh bien, le matériau est incommensurable et on n'a plus de périodicité. Il doit quand même être presque périodique. Ah oui, il y a une certaine notion de... Oui, c'est ça. Bien sûr, il y a une suite de structures périodiques qui l'approchent. Mais la taille de ces cellules va être immense et du coup, d'un point de vue surtout numérique, plus ou moins inutile. Alors essayons de comprendre maintenant les configurations que l'on peut voir localement. Donc en gardant l'idée, je suis maintenant posé sur un atome, ou je suis posé quelque part dans mes couches, et je veux comprendre l'environnement local, comment est-ce que je peux paramétriser la configuration. Est-ce que j'ai besoin vraiment de connaître les positions de tous les atomes? Ben non, parce que si je connais la position d'un atome de la couche bleue, par exemple en bas, ben je sais où sont tous les autres, puisque la structure est périodique. Donc en gros, j'ai besoin juste de savoir quel est le vecteur gamma 1, qui appartient à la cellule unité du premier réseau, et ça va me donner la position de tous les atomes bleus. Ensuite, j'ai un vecteur gamma 2, qui va me donner la position de tous les atomes rouges, et ainsi de suite. Donc si je connais la position d'un atome de chaque couche, finalement, un vecteur de la cellule unité pour chaque couche, je vais connaître quelle est la position de tous mes atomes dans mon système. Et donc, je vais appeler maintenant l'espace des configurations ce produit de cellules unités. Et on peut retrouver la même structure. Donc, on va appliquer le groupe de translation, au sens si je translate, donc je sais modifier mes vecteurs de la cellule unité. Je sais aussi introduire l'action de cette translation sur le groupe, et je peux mettre une probabilité sur cet espace de configuration que l'on va choisir comme la probabilité uniforme, et on va voir que c'est le bon choix. Donc juste une vue 2-dimensionnelle pour voir un petit peu. Donc on a cette vue d'en haut, on a en gros un problème, qu'on a cet ensemble un petit peu arbitraire qui donne l'impression d'être aléatoire. Mais en fait, si on regarde bien, on voit que pour connaître la position des atomes rouges, il suffit de connaître le vecteur gamma et ainsi de suite. Donc la même idée. Et donc on a montré que si on a la bonne condition d'incommensurabilité, qui est un peu plus compliqué que de dire juste que le matériau n'est pas périodique, parce qu'on a des contre-exemples où le matériau peut être périodique dans une direction et pas dans l'autre, ou quelque chose comme ça, eh bien, dans ce cas-là, on va avoir la propriété d'ergodicité qui va apparaître. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la probabilité, la probabilité uniforme. Donc en 1D, c'est bien connu, si je prends un irrationnel et que j'orbite sur le tor, je vais remplir mon tor de façon dense et uniforme. Le problème étant que si je fais ça, la convergence, en gros, si je fais une moyenne en itinéraire comme ça, peut avoir une vitesse arbitraire. Donc, c'est l'idée que cette limite de grand volume, elle existe, elle converge vers la moyenne sur l'espace des configurations, mais la convergence a une vitesse qui est plus ou moins inconnue et peut être arbitrairement basse si on prend des mauvais nombres irrationnels, les nombres de Liouville et ainsi de suite. Donc maintenant, on a cette propriété d'ergodicité, et donc on est sur de bonnes voies. On va pouvoir modéliser le transport électronique dans ces matériaux. Alors, une note sur les modèles que je vais utiliser. Donc, en général, pour modéliser des espaces, des matériaux condensés,
il faudrait utiliser quelque chose comme un modèle d'Entity Functional Theory, donc un modèle continu avec des EDP. Donc ça, je vais appeler ça ma description microscopique, mais je vais déjà regarder des modèles un peu effectifs, basés sur cette théorie, mais qui, par la transformation de Wannier, simplifient beaucoup le problème et font des problèmes de taille bien réduite. Parce que même si je vais pouvoir simplifier un petit peu mon problème par cette idée d'ergodicité, il y a quand même beaucoup trop de complexité dans la théorie de la fonctionnelle densité pour pouvoir aller trop loin. Donc on espère pouvoir faire ce pas au moins d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique pour les calculs, il faut passer, je pense, par cette étape d'approximation. Donc on va avoir des approximations de modèles tight binding, donc des modèles juste de réseau discrets, qui conservent certaines propriétés de la DFT, mais sans conserver toutes ces complexités. Et en particulier dans le régime de transport, où on a de petites modifications d'énergie, on espère que c'est une description suffisante. Et ensuite, notre but, c'est de calculer des quantités macroscopiques, comme la conductivité du matériau ou sa réponse à certaines excitations, qu'on pourrait potentiellement ensuite faire entrer dans les équations de Maxwell si on veut modéliser une structure un peu plus grande ou un processeur, comme on avait au début. Donc faire ce pas entre le modèle de tight binding et le calcul des quantités macroscopiques est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle de tight binding? Donc, juste pour récapituler en quelques mots. Donc, l'idée, c'est j'ai mon réseau comme ceci. Donc, comme avant, on va fixer un petit peu les idées avec un réseau et puis une certaine configuration. Les idées s'appliquent aussi pour les matériaux multicouches, donc des atomes bleus et rouges. L'espace dans lequel mes observables vont se passer, mes fonctions d'onde, donc on est en mécanique quantique. L'électron n'a pas vraiment une position fixée, mais il est décrit par une fonction d'onde qui prend donc une valeur complexe sur chacun des points du réseau. Et ensuite, le module au carré de cette fonction va être la probabilité de voir l'électron à cet endroit. Et si je représente une observable, c'est-à-dire un opérateur en mécanique quantique, eh bien, je vais pouvoir la faire agir sur cet espace d'état. Donc j'ai un espace de Hilbert ici. Mes fonctions d'onde forment un espace de L2, et ensuite l'espace des opérateurs est juste les opérateurs linéaires sur cet espace de Hilbert, qui prennent la forme, en ce cas, d'une espèce de matrice infinie avec des coefficients A, N, M qui dépendent a priori de la configuration. Et si je veux calculer des espérances, je vais pouvoir faire des moyennes en utilisant la connaissance de la fonction d'onde. Donc, a priori, si je voulais représenter ce genre d'objet, il faudrait que je connaisse tous ces coefficients de la matrice pour la configuration donnée. Et si j'ai ça, eh bien, je peux calculer des choses. Donc, par exemple, deux exemples d'opérateurs intéressants. L'opérateur position, qui est juste un opérateur diagonal, prenant la valeur de la coordonnée sur le site, ou le hamiltonien, qui va surtout nous intéresser, donc l'opérateur d'énergie, qui est dans le modèle de tight binding, calculé à partir de la DFT, mais donné finalement par les physiciens, par la transformation de Wannier. Donc on n'a pas trop à se préoccuper d'où vient ce hamiltonien, c'est un autre sujet. Mais on va supposer qu'on a un hamiltonien qui couple des points qui ne sont pas trop loin et qui nous donne finalement l'énergie du système. Alors, un exemple typique de matériau incommensurable qui a été étudié depuis maintenant plus de 30 ans, donc un papier de Hofstadter, presque 40 ans, les années avancent. Donc c'est le modèle de tight binding sur un réseau carré plongé dans un champ magnétique. Donc j'ai mon réseau carré, parfaitement périodique, mais j'ai un champ magnétique qui pointe dans la direction transverse, donc hors du tableau. Et le hamiltonien qui est là-haut, qui s'écrit donc en tight binding de cette manière, de fait, n'est pas périodique parce que, à cause du champ magnétique, il n'y a plus équivalence entre les directions. Et on peut faire l'équivalence entre ça et un modèle 1D et incommensurable. Donc c'est l'équation de Harper qui est écrite ici. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a la compétition entre deux
d'échelle de grandeur, échelle de taille. Donc il y a la taille du système, la maille du cristal, et finalement la périodicité magnétique au sens où les électrons veulent tourner. Donc suivant la taille du champ, la puissance du champ magnétique, ce petit tour va être de plus en plus petit si le champ magnétique augmente. Et finalement, ça nous donne aussi une autre échelle de taille, et c'est le ratio entre ces deux échelles de taille qui donne une incommensurabilité au système. Et si on regarde donc, le spectre de ce Hamiltonien en fonction de la puissance du champ magnétique, donc le flux du champ magnétique à travers la cellule d'unité, on voit apparaître cette structure fractale, frappante. Et il se trouve que les matériaux 2D ont été le premier endroit où on a effectivement mesuré ce papillon de Hofstadter. Donc deux groupes, en gros, en 2013, je crois, ont trouvé quasiment simultanément le papillon dans un système de moiré. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait un système de moiré? Le problème, c'est que si vous voulez observer ce papillon de Hofstadter, il faut que les deux échelles de taille soient grosso modo équivalentes. Et il se trouve que si vous voulez faire ça avec un cristal, avec une échelle donc une maille très petite, eh bien, il faudrait un champ magnétique tellement fort que ça va briser votre cristal. Donc ça ne marche pas. Mais avec les matériaux 2D, on peut faire un réseau de moiré qui a une taille bien plus grande. Et du coup, si on a cette taille bien plus grande, on va pouvoir maintenant mettre la compétition entre cette taille de moiré et les oscillations dues au champ magnétique. Et du coup, on peut reconnaître cette structure périodique. Alors, il faut connaître un petit peu, pour faire une transformation, pour voir qu'on peut faire une équivalence entre ce diagramme qui nous donne ces directions entières, où on a des oscillations, et voir donc pourquoi est-ce que le diagramme c'est la même chose que ce spectre de Hofstadter ici, mais c'est le cas. Alors, donc maintenant qu'on sait que cette compétition incommensurabilité a un effet intéressant sur la structure du Hamiltonien, sur son spectre, on peut tenter de faire la même chose avec un système très simple, incommensurable, mais sans champ magnétique, et est-ce qu'on peut voir aussi des effets intéressants? Donc ici, c'est vraiment un système 1D qui est aussi simple que possible et qui capture ces effets d'incommensurabilité avec plusieurs couches. Donc j'ai deux chaînes atomiques, juste suivant des lignes, et elles ont chacune une constante, une maille un peu différente, donc L1 et L2. Alors comme j'en ai deux, je peux normaliser pour que le produit ce soit 1 pour faire plus joli. Mais l'idée est donc que je vais coupler mon système, donc je vais avoir un Hamiltonien tout simple, au sein de chacune de ces chaînes qui couplent les atomes les plus proches avec une constante 1. Et ensuite, je vais introduire des interactions entre les atomes des deux chaînes suivant donc cette gaussienne. Donc en gros, si deux atomes sont très proches, ici j'ai pris le paramètre 8 qui permet de vraiment sélectionner uniquement les atomes quasiment alignés vont avoir une interaction entre eux. Et si les atomes sont plus loin, il n'y a plus d'interaction. Donc c'est grosso modo ce qui se passe physiquement dans un système réel, peut-être un peu moins pointu, mais l'idée reste. Et donc on a un paramètre d'interaction W sur lequel je vais jouer un tout petit peu, donc je le garde dans mon modèle. Donc je peux calculer la densité d'état avec ce Hamiltonien. Alors ici je triche, et je fais ça avec des systèmes périodiques. Donc j'échantillonne en gros tous les systèmes périodiques d'une certaine taille, en mettant plus ou moins d'atomes en haut et en bas, et ça va me donner des systèmes avec un certain quotient entre ces constantes de réseau. Et voilà que j'ai une belle structure fractale qui apparaît. Donc en particulier, 1, c'est la structure juste où les deux mailles sont exactement les mêmes, donc j'ai deux systèmes parfaitement alignés. Et ce que je vois, c'est que le spectre n'est pas très intéressant, il est continu, il occupe en gros toute la droite. Mais si je change un tout petit peu pour être très légèrement en dehors de ce régime, donc c'est ce que je peux faire l'analogie avec mes petits angles en particulier de rotation, eh bien le spectre finalement développe une infinité de gaps, ou peut-être une infinité, numériquement c'est difficile à dire, immédiatement ici, et ensuite ces gaps se propagent, et voilà. Donc on peut voir en particulier que les petites cellules
Donc 1, c'est la plus petite cellule possible. J'ai juste un matériau de taille, donc ma cellule unité serait 1. Ici, j'aurais une cellule de taille 3, de taille 2, et on voit que c'est là que les choses intéressantes se passent. Donc ces nombres rationnels, finalement, de dénominateur le plus petit, c'est là où les choses intéressantes se passent. Et si on veut comprendre le matériau aux angles petits, on voit bien qu'on ne peut pas se fier à la simulation pour juste où les deux couches sont alignées. Donc c'est ça le côté intéressant aussi. C'est-à-dire que si je fais une approximation de supercellule, ça veut dire que je prends la supercellule la plus proche. Donc si je suis par exemple ici, je vais prendre juste les deux alignés et espérer que ce soit représentatif. Et ce graphe me dit que ce n'est pas du tout vrai. J'ai fait une énorme erreur. Notre but, c'est de calculer la conductivité. Alors juste un petit rappel. Donc qu'est-ce que c'est que la conductivité? J'applique un champ macroscopique électrique à travers mon système. Mes électrons vont bouger un petit peu et je vais me retrouver avec un courant macroscopique. Et expérimentalement, si le champ est petit, ceci prend la forme d'une convolution avec une fonction de réponse sigma, la conductivité, transformation de Fourier comme d'habitude, et maintenant j'ai une conductivité complexe qui relie donc mon champ électrique au courant que j'observe. Et mon but, c'est de calculer ce tenseur de conductivité, qui dépend peut-être de la fréquence, si je veux en mettre dans l'histoire. Alors un modèle donc développé par Bélissard, qui prend ses racines dans le modèle de Drude, juste en transposant dans la théorie quantique, pour comprendre ce phénomène. Donc il va comme ceci. Donc on applique un champ électrique uniforme au travers du système et on va modéliser donc un électron bougeant tout seul. On ne va pas prendre en compte les interactions entre les électrons. Et donc on va modéliser l'électron comme une particule quantique qui se déplace et de temps en temps, il y a une collision avec quelque chose. Alors ça peut être des impuretés dans le système, ça peut être des phonons, ça peut être d'autres choses. Donc c'est très compliqué, c'est difficile à prendre en compte. Et au final, on va juste modéliser ça de manière relativement simple. On va avoir des collisions qui sont indépendantes et distribuées sur une ouate poisson avec un paramètre tau qui est le temps de relaxation, au bout duquel finalement ma particule juste retourne à l'équilibre. Donc après chacune des collisions, eh bien, on va juste réinitialiser la description de cette particule qui est la matrice densité ρ, en utilisant, donc c'est un petit peu comme chez Boltzmann, donc on va réinitialiser la particule pour avoir une distribution adaptée qui en l'occurrence est la distribution de Fermi-Dirac, la distribution statistique de l'équilibre, qui a plusieurs paramètres, en particulier le niveau de Fermi et une température inverse. Donc on peut définir cette quantité par calcul analytique sur le Hamiltonien H-ω. Entre les collisions, cette particule va obéir les équations de la mécanique quantique en faisant abstraction de toutes les impuretés, puisque ces impuretés et autres sont prises en compte par le mécanisme de collision. Donc c'est en gros l'équivalent des équations de Newton. C'est un vol complètement libre de ma particule en suivant ces équations de Liouville. Donc la matrice densité bouge en fonction de son commutateur avec le Hamiltonien effectif. Et le résultat, c'est qu'on a une formule pour la conductivité, une formule qui est compliquée, qui utilise un petit peu de formalisme, mais qui a priori est calculable. Donc on a le commutateur avec la position de la matrice densité que je décrivais. Ensuite, on a à prendre un inverse avec le commutateur avec le Hamiltonien. Donc ceci est un système linéaire posé sur l'espace des opérateurs. Et ensuite, je prends le produit avec nos commutateurs du Hamiltonien avec la position. Et maintenant, je prends la trace de tout ça au sens du volume. Donc je prends ma trace par unité de volume. Et ceci va me donner la conductivité. Donc d'un point de vue pratique, si je voulais discrétiser cet objet, par exemple, si j'ai une supercellule, ça va me coûter cher. Donc ça, c'est des matrices. Donc je prends un commutateur entre deux matrices, très bien. Donc j'ai assemblé mon Hamiltonien, j'ai calculé ceci par calcul analytique, par exemple avec des intégrales de contours.
je calcule cette autre matrice. Maintenant, je résous ce système linéaire posé sur l'espace des matrices. Et je prends cette trace avec ce nouveau commutateur qui n'est pas trop compliqué, lui, parce que H oméga est relativement sparse, donc il n'y a pas de problème. Donc d'un point de vue calcul, c'est très cher de calculer cette quantité. Alors, je vais explorer d'abord une manière de le faire de manière un petit peu plus rapide. On peut introduire une quantité intermédiaire qui s'appelle la mesure courant-courant, de corrélation courant-courant, et qui prend cette forme. Donc si j'ai mes commutateurs, le DKH que j'ai simplifié, donc c'est le commutateur XKH oméga, qui est écrit ici. Donc j'introduis ces traces pour des fonctions f et g arbitraires, et ceci me donne une mesure sur R2. Donc j'ai mes deux directions d'énergie, E et E', j'ai fonction f et g, et si je prends cette trace, je définis une mesure sur R2, et ensuite il se trouve qu'on peut exprimer la conductivité comme une intégrale par rapport à cette mesure d'une certaine fonction qui n'a pas de singularité, mais qui a des pics assez méchants. Donc pourquoi, d'un point de vue numérique, ça peut être intéressant? Donc on peut développer cet algorithme où donc on explore déjà des structures périodiques, pour faire simple. Donc je mets Q atomes dans la chaîne numéro 1, P atomes dans la chaîne numéro 2. Donc mon rapport de constante va être le ratio P sur Q, donc un rationnel. Donc encore une fois, je triche. Je vous parle de systèmes qui sont incommensurables et je modèle des systèmes commensurables. Donc à un moment donné, il va falloir que je change ça. Et donc le premier pas va être de calculer les moments de cette mesure par rapport au polynôme de Chebyshev. Donc ça se fait relativement bien, surtout si vous pouvez diagonaliser la matrice hamiltonienne. Donc on a une formule qui est la plus efficace si on sait diagonaliser le hamiltonien, ce qui coûte très cher bien sûr. Mais vu que les polynômes de Chebyshev ont ces relations de récurrence, on peut calculer ces quantités, ces moments assez simplement. Et ensuite, on peut exprimer la conductivité comme une quadrature de Gauss-Chebyshev en utilisant des poids qui sont donnés directement pour les moments qu'on vient de définir par une transformation de cosinus. Et en utilisant cette méthode, eh bien, je peux calculer la conductivité de mon matériau, donc juste 1D, encore une fois, tout simple. Et on retrouve un peu la même structure. Alors j'ai modifié un petit peu, donc l'axe qui est ici, c'est le ratio de constantes. Donc si j'observe une configuration particulière, ça va être juste une droite comme ça. Et je regarde ma conductivité et je vois qu'il y a en particulier des zones où il n'y a pas de conductivité, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle des gaps de conduction. L'échelle de gauche ici, c'est la densité électronique. Donc c'est le nombre d'états qui sont inférieurs à une certaine énergie. J'ai un petit peu changé les échelles. Et la raison pour ça, c'est que c'est cette quantité-là qu'on peut mesurer physiquement. Donc on fait bouger la quantité d'électrons dans le système. On ne peut pas bouger le niveau de Fermi, on fait bouger la quantité d'électrons dans le système. Et donc on a ces droites qui rappellent un petit peu comme dans les observations qu'on avait, les observations physiques du papillon de Hofstadter tout à l'heure, donc expérimental. Ça veut dire que la conductivité est extrêmement sensible. La conductivité est très sensible à ce ratio de constantes. Mais qui ne peut pas être connu parfaitement. Non, bien sûr. Alors, la conductivité est quand même, on peut regarder ça, et elle est un peu plus régulière que la densité d'état, ce qui est naturel parce que c'est une intégrale avec des fonctions qui sont régulières. C'est quelque chose de beaucoup plus stable par rapport aux paramètres physiques. Non. Les physiques sont connus avec une certaine précision. Oui. Donc c'est l'idée qu'à température très basse. Alors déjà, c'est un système artificiel. Donc dans un système réel, on verra peut-être pas autant de dépendance. Et puis, je dirais que... Donc là, j'ai pris une température très basse et un temps de relaxation très grand. Donc c'est des mesures qui seraient extrêmement sensibles, même physiquement. Si j'augmente la température, ça va beaucoup lisser toutes ces courbes. Très bien. Donc, maintenant qu'on sait qu'il y a des choses intéressantes à décrire, eh bien, on va pouvoir essayer de comprendre ça un peu mieux et faire mieux que ces structures périodiques, dans l'espoir encore de pouvoir aller plus loin et de pouvoir modéliser plusieurs cellules à la fois. Alors, voici ma structure d'opérateurs, donc c'est des matrices. Naturellement, je peux avoir une structure de blocs
Donc le bloc 1,1, ça va être les interactions entre les atomes bleus, les atomes de la couche 1, 2,2, les atomes de la couche rouge, et ensuite j'ai des blocs ordre de la diagonale pour les couplages entre la couche 1 et la couche 2, et ainsi de suite. Donc c'est déjà simple. Et ensuite, je vais devoir créer une matrice comme ça. Donc chacun de ces blocs est infini essentiellement et dépend de la configuration, c'est-à-dire que si je bouge un petit peu mon origine, a priori, je vais avoir des coefficients différents. Comment paramétriser ceci? Eh bien, on peut revenir à cette idée de hull, d'espace de configuration. C'est-à-dire que je vais me dire que le coefficient, par exemple, pour aller entre ces deux atomes rouges au milieu, là, dépend de la position de la couche du dessus. Mais clairement, il en dépend périodiquement, parce que si j'ai translaté par un vecteur du réseau, eh bien, je n'ai rien changé du tout. Donc au final, je vais pouvoir paramétrer le coefficient entre les deux atomes rouges, donc le coefficient fait partie de 1,1, par un vecteur qui me dit comment j'ai bougé dans mon réseau rouge, donc R1, et ensuite par où est la couche numéro 2, qu'on sait qu'on peut paramétriser par un vecteur gamma 2. Et on peut faire ça pour chacun de ces couplages. Et donc au lieu d'avoir à donner arbitrairement l'élément des matrices, on les représente naturellement par ces fonctions génératrices. D'un point de vue physique, c'est exactement comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on fait dans la littérature. Ces coefficients sont donnés, c'est tout à fait naturel, mais après ils sont utilisés pour paramétrer une matrice avec laquelle on peut faire des calculs. Donc voici l'idée de se baser uniquement sur ces fonctions génératrices. Donc, à la base, pour une configuration donnée, eh bien, ces fonctions, qui sont indépendantes de la configuration, essentiellement, vont pouvoir me donner tous les coefficients de mes matrices, que ce soit au sein d'une même couche ou entre les couches, donc intra-layer et inter-layer. Donc, essentiellement, ces fonctions contiennent toute l'information nécessaire pour toutes les configurations, et elles ne sont pas redondantes, elles ont pris en compte déjà toutes les possibilités de translater. Si j'ai une configuration unique, je sais que je vais la retrouver une seule fois dans mes fonctions. Et parce qu'elles sont a priori régulières en fonction des paramètres, en particulier, il n'y a pas de raison que mes couplages changent brutalement si je translate une couche par rapport à l'autre. Je vais avoir une certaine notion de régularité de ces fonctions et aussi par localité qu'elles vont décroître rapidement en fonction du paramètre de réseau. Et donc, a priori, on peut espérer représenter et stocker de manière numérique ces fonctions relativement efficacement. Donc, il y a des méthodes modernes de tenseurs en particulier qu'on espère pouvoir mettre en œuvre pour ces fonctions. Et donc l'idée, c'est au lieu de travailler avec les matrices, on va essayer de travailler directement avec les fonctions et de voir ce qu'on peut faire. Alors avec les matrices, on sait faire plein de choses. On sait faire des additions, des multiplications, des commutateurs ou des traces. Et il faut voir comment est-ce qu'on peut traduire ça dans l'espace de ces fonctions si on veut travailler directement avec elles. Donc pour l'addition et la multiplication, il n'y a rien de difficile. Si j'ai deux matrices, en gros, et je connais leurs fonctions génératrices, il suffit d'additionner les fonctions génératrices, et ainsi de suite. Pour l'adjoint, c'est un petit peu plus compliqué, mais on a aussi des formules. Donc prendre l'adjoint d'un opérateur f, on sait aussi écrire ce que ça veut dire sur sa fonction génératrice, parce qu'en gros, c'est inverser le sens de la flèche. Et donc on a une formule qui nous permet de dire comment est-ce que je dois modifier mes fonctions si je prends l'adjoint de l'opérateur correspondant. Encore plus compliqué, c'est le produit entre deux opérateurs. Donc si j'ai les fonctions génératrices de f et g, je sais aussi écrire la fonction génératrice du produit, et ceci prend la forme d'une espèce de convolution qui est un petit peu twistée parce que ces paramètres de configuration, donc gamma 2, vous voyez que s'ils ne sont pas là, donc si j'ai un système périodique, je peux en faire abstraction, j'aurai juste une convolution entre mes deux fonctions, mais à cause du paramètre de configuration, j'ai un petit peu plus de complexité. Et ceci joue pour tous les termes de la matrice. Pour le commutateur avec la matrice, en particulier avec l'opérateur de position, c'est en fait très facile. Donc c'est la notation DJ, donc c'est une notation de dérivation, parce qu'un commutateur c'est la même chose essentiellement qu'une dérivation, ça vérifie une loi du produit et c'est linéaire. Donc
c'est bien connu. Et donc, je sais calculer aussi l'action de ce commutateur. En gros, c'est une action diagonale qui revient juste à multiplier la fonction génératrice par la coordonnée de position. Donc, c'est très facile à calculer, ce qui est une chance, parce qu'ils apparaissent dans la formule de Kubo au moins 2 fois. Et au final, on a cette trace par unité de volume que je vais montrer dans la slide suivante, prend cette forme relativement simple, finalement, de prendre les coefficients diagonaux et de les moyenner sur l'espace de configuration. Donc on a montré, comme tout à l'heure, on avait un théorème d'ergodicité pour des fonctions quand le système est incommensurable. On a le même théorème pour les traces d'opérateurs que si je prends, au lieu de prendre une limite de grand volume, dont je ne connais pas exactement l'ordre de convergence, ou même s'il y en a un, eh bien là, je peux juste faire la moyenne de mes coefficients diagonaux, et si je connais la fonction f1,1 et f2,2, pour le coup, c'est extrêmement rapide. Donc d'un point de vue numérique, notre espoir, c'est d'exploiter cette simplicité, de discrétiser en gros, de faire une petite quadrature sur gamma 1 et gamma 2, pour avoir une convergence contrôlée. Donc, pour revenir, maintenant, la formule de Kubo s'écrit de cette manière un petit peu plus simple. Donc, on a ces opérateurs de dérivation qui font leur apparition pour donner les deux directions, en gros, où je mesure ma conductivité. Donc, H, c'est la fonction génératrice du Hamiltonien, que je connais, parce qu'elle m'est donnée par la transformation de Wannier. J'ai ce calcul fonctionnel qui permet de calculer la matrice densité. J'ai le super-opérateur, donc l'action du commutateur avec le Hamiltonien, qui est posée sur l'espace maintenant des fonctions génératrices. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ça, donc, il y a toute cette structure théorique dans laquelle je ne veux pas me lancer pour le moment, de ces star algèbres qui nous assurent qu'il y a beaucoup de structures, des choses intéressantes, des quantités topologiques, des invariants, et ainsi de suite, dont on sait qu'ils existent et qu'on espère retrouver par le calcul, et qui nous donnent des structures très intéressantes. Donc sans rentrer dans les détails, la petite difficulté ici, c'est que derrière ces stars algèbres, n'est pas un groupe, c'est un groupoïde qui induit quelques petites technicalités. Voilà, et donc voilà le programme. Maintenant, on va calculer directement avec les fonctions génératrices, en utilisant les formules qu'on a développées tout à l'heure, pour multiplier ces fonctions génératrices, comme on multiplierait les opérateurs qui sont derrière. C'est une représentation minimale du système, donc on espère utiliser toutes les symétries pour réduire au maximum le problème. Et donc ensuite, il y a les détails techniques, comment implémenter ces différentes opérations, comment choisir les bonnes grilles, les bonnes quadratures. En utilisant la localité, on va pouvoir couper un certain niveau. Donc l'idée que les effets sur un atome sont relativement réduits de ce qui se passe très très loin. Donc on va pouvoir couper les interactions à un certain niveau et utiliser, on l'espère, un petit peu de décomposition de domaine. Donc voilà le programme. Et en tout cas en 1D, par exemple, on peut voir que ça marche. Donc si on revient à cette image de la densité d'état, on peut voir que ici c'est assez moche, n'est-ce pas? Donc on voit que on a une structure qui est un petit peu dégradée ici. Finalement, quand on est loin des rationnels, tout se passe bien, mais plus on s'approche d'un nombre rationnel, plus on a des problèmes. Et avec la méthode de supercellule, si je voulais faire un zoom à cet endroit-là, ça serait très compliqué. Parce que si je veux faire un zoom ici, par exemple, si je veux doubler la taille de ma cellule, puisque je diagonalise, eh bien, je vais multiplier par 8 le calcul. Si je veux 10 fois plus de points ici pour voir ce qui se passe, je vais multiplier par 1000 la taille de mon calcul, alors que je peux faire avec cette nouvelle méthode de fonction génératrice des calculs en faisant un zoom entre 0,96 et 1,04 et voir de manière précise ce qui se passe. Et donc, plus qu'avant, maintenant, on voit bien tous ces gaps qui se déplacent et qui se créent autour de 1. Si j'augmente le paramètre d'interaction, j'augmente encore la taille de ces gaps et ça devient de plus en plus fragmenté. Et des questions intéressantes ici, qui sont encore ouvertes, c'est est-ce qu'il y a une nature topologique de ces gaps? Donc on s'est bien donné un sens à ces invariants topologiques quand on a des C-star algèbres usuels
posés avec des groupes qui sont derrière. Avec le groupoïde, on a des petits problèmes techniques. Ça va devenir plus compliqué. Donc un exemple d'invariant topologique bien connu, c'est le nombre de Chern qui s'observe typiquement avec des champs magnétiques en regardant la conductivité de Hall. Ici, dans ce système 1D, ça serait intéressant de comprendre un petit peu s'il y a un invariant topologique, quelle est sa nature physique, qu'est-ce qu'il représente. Et donc, voilà les questions encore ouvertes. Alors, dernièrement, j'ai commencé à faire des calculs aussi à base de structures 2-dimensionnelles. Donc, par exemple, ici, 2 couches de graphène. Alors, pour commencer, 2 couches alignées. Alors, quand mes couches sont alignées, il n'y a plus d'ergodicité ou quoi que ce soit. Si j'ai une structure où mes atomes sont AA, donc alignés les uns sur les autres, mes 2 hexagones sont alignés, ils le sont partout. Donc, il n'y a pas de raison que je fasse une moyenne sur mon espace de configuration. Et c'est pour ça que je représente, donc, pour les différentes manières d'approcher, où est-ce que je suis. Et ce que je vais voir, c'est des résultats un peu différents. Alors, la structure intéressante, c'est le cône de Dirac, ici à 0. Donc, c'est un résultat bien connu pour le graphène, que, en tout cas, si on a une seule couche de graphène, on va avoir une structure avec une singularité à 0, un cône qui est donc un cône de Dirac dans l'espace de blocs, et donc une relation de dispersion qui est linéaire et qui donne lieu à toutes sortes de propriétés excitantes pour les physiciens. Si je fais un zoom ici sur ce cône de Dirac, je vois que la structure dépend pas mal en fait, du type d'arrangement. Donc l'arrangement qui est rouge, c'est celui où les atomes sont donc alignés les uns sur les autres. Donc les 2 hexagones sont alignés. Et au lieu du cône qui vient taper sur 0 avec une seule couche, maintenant j'ai cette structure plate, plus ou moins autour de 0. Si j'ai donc les 2 hexagones qui sont décalés l'un sur l'autre, dans la structure la plus stable, celle qu'on va voir le plus souvent, j'ai le bleu qui descend un petit peu sur les côtés avant de faire une espèce de cône linéaire un peu plus bas, sans toucher 0. Donc je ne résous pas tous les détails. Et ensuite, il y a toutes les autres possibilités qui font d'autres types de structures. Maintenant, si j'introduis une rotation, donc 5 degrés de rotation entre mes 2 couches, ma structure, qui est normalement donc, relativement conique, se complique un petit peu. On a des singularités qui apparaissent et qui bougent en fonction de l'onde, en fonction de l'angle. Donc, c'est les singularités de Van Hove, et dont on veut comprendre un petit peu leur déplacement. Et donc, une chose intéressante à regarder, c'est maintenant, je sais un petit peu trouver quels sont les états propres du hamiltonien, mais au lieu, donc maintenant que mon système est tourné, je vais explorer toutes ces configurations, mais je peux quand même regarder où est-ce que les états à une certaine énergie se concentrent, et donc regarder la densité d'états en dépendant de la configuration locale. Donc, est-ce que mes états comment est-ce qu'ils sont répartis? Et là, on voit que les singularités de Van Hove en particulier, on a une forte dépendance par rapport à cette position, à la configuration locale. On a une forte dépendance de la densité d'état. Si je réduis mon angle, au lieu d'avoir 5 degrés, maintenant j'ai 1 degré, mes singularités vont faire une collision à 0, et on va avoir ce qu'on appelle une bande plate pour les physiciens, c'est-à-dire que maintenant, j'ai des états qui sont extrêmement localisés. Comme je peux voir ici, ils sont localisés sur mes zones AA, donc sur mes zones où les hexagones sont exactement alignés l'un par rapport à l'autre. On a vu, si vous vous souvenez du moiré, on avait ces quelques points où il y avait les structures exactement l'une par rapport à l'autre alignées comme ceci. Et ce graphe me dit qu'à ces points-là, c'est là que ces états se concentrent. Donc au lieu d'avoir des états propres qui sont des ondes, comme d'habitude, maintenant on a des états qui sont quasiment localisés sur les points AA, et les physiciens espèrent de jouer avec ça pour faire des réseaux en fait, maintenant, où les électrons peuvent se balader juste entre ces points au lieu d'avoir un cristal. Si je change encore l'angle, donc je le réduis maintenant à 0,5 degrés, vous voyez que la structure change de nouveau. J'ai plus seulement cette singularité à 0, j'en ai aussi d'autres qui apparaissent un petit peu plus loin, et ainsi de suite. Donc on a vraiment une structure intéressante avec laquelle on peut jouer et qui pourra donc expliquer peut-être un petit peu des résultats physiques. Donc il y a un papier qui montre ça de manière un petit peu plus polie
avec les calculs de Steven, du groupe de Team Caxiras. Mes calculs sont un petit peu moins joliment présentés pour l'instant. Donc juste une comparaison avec la réalité. Donc voici une structure tournée, 2 couches de graphène l'une sur l'autre, avec un tout petit angle, des mesures plus compliquées, donc ça c'est des mesures de conductivité en fonction du champ magnétique. Donc on retrouve ces structures d'éventail qui apparaissent avec l'effet Hall. Et on peut juste comparer un petit peu avec mes résultats numériques qui sont juste la densité d'état, donc moins compliqué, on n'a pas encore calculé la conductivité, mais on peut comprendre un petit peu ce qui se passe si on regarde que juste en dehors du cône, autour de 0, on a ces endroits où la densité d'état est très basse, qui va nous donner très peu de conductivité. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les électrons de bouger à cet endroit-là, puisqu'ils n'ont pas accès à un mode propre. Et c'est ce qu'on voit ici. En pratique, on a ces 2 parties, donc de part ici et là, un petit peu à distance du cône qui est au centre, où on n'a pas de conductivité. Donc la conductivité, c'est un peu différent de la densité d'état. Quand on est en périodique, on sait qu'un gap de densité d'état, donc une zone énergie où il n'y a pas du tout d'état, c'est là qu'en général on va avoir un isolant. Mais quand on est en non périodique, ce n'est pas aussi clair. Il peut y avoir des différences entre avoir un gap et avoir un gap de conduction. En particulier, si les états sont localisés, on comprend bien que les électrons ne peuvent pas bouger et du coup ne vont pas pouvoir se transmettre. Donc, juste un petit peu de perspective. Donc, avec tout ça, maintenant, on a introduit ce nouveau système de discrétisation de ces fonctions, mais il reste tout à faire, plus ou moins, puisqu'on va devoir réimplémenter un petit peu l'algèbre linéaire. Au lieu d'utiliser des matrices, maintenant on a ces nouvelles représentations. Il faut réinventer certaines de ces choses, en s'inspirant bien sûr de tout ce qui existe, mais il y a beaucoup à faire. Et aussi, on veut comprendre la relaxation mécanique, qui est le rapport entre la relaxation mécanique et la conduction. Et je pense que je vais m'arrêter là.